En 1764, dans l'ancienne région française du Gévaudan, une bête mystérieuse sème la terreur. Elle attaque sans cesse les gens du coin et fait de nombreuses victimes. On dit qu'elle serait un animal, une sorte de loup, mais bien plus agressif, bien plus malin et surtout bien plus gros. La bête n'a pas peur de l'homme, contrairement au loup commun que l'on croise quotidiennement dans ces contrées. Elle est maligne et ne périt pas face aux balles. Cette histoire représente l'un des plus grands mystères de l'époque. Mais on va voir ensemble si près de 250 ans plus tard, le mystère peut être résolu. Connaissons-nous aujourd'hui ce qui se cache derrière la bête du Gévaudan? Évidemment, la bête effraie. À travers les sources de l'époque, elle est décrite comme ayant une très grosse tête, des flancs rougeâtres avec une bande noire tout au long du dos, une queue très touffue, des pattes larges munies de grandes griffes. Et d'après les rumeurs, elle semble avoir la capacité d'être en plusieurs lieux à la fois. Elle aime se dresser sur ses pattes arrière et faire des singeries. Certains affirment l'avoir vue sauter par-dessus des rivières, tandis que d'autres l'ont aperçue marcher sur l'eau sans se mouiller. Le soir, elle vient poser ses pattes sur l'appui des fenêtres et regarde dans les maisons. Elle observe les lieux, elle prend un plaisir à fixer de ses yeux rouges les personnes effrayées se cachant dans les demeures. Quelques-uns assurent même l'avoir entendu parler, parfois rire. Elle ne mange pas ses victimes mais boit leur sang, coupe leur tête et emporte leur cœur. Avec des histoires pareilles, la bête est au centre des préoccupations et des fantasmes des gens de l'époque. Pour eux, c'est évident, la bête sème la terreur dans le Gévaudan. Pour l'évêque Mende Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré, ça c'est un sacré nom. La bête est une punition divine pour les hommes et leurs péchés commis. Le 31 décembre 1764, il lance alors un appel à la prière, et des prières de 40 heures sont alors récitées durant 3 dimanches consécutifs. Ces nombreuses rumeurs prennent une telle ampleur qu'elles se répandent progressivement dans toute l'Europe, et Louis XV devient rapidement la risée de toutes les cours. On se moque d'un roi qui est incapable de faire abattre un simple loup. Il décide alors de mettre un terme à cette histoire et promet une grosse prime à l'heureux chasseur qui viendrait à bout de la bête. C'est le début des grandes battues. L'un après l'autre, de grandes personnalités comme Duhamel et son unité de dragons, le célèbre chasseur normand Jean d'Enneval, ou encore François-Antoine, le porte-arquebuse de Sa Majesté, s'installent dans le Gévaudan et participent aux grandes battues, pouvant atteindre plus de 20 000 participants. Mais cela ne suffit pas et les nombreuses grandes battues sont sans succès. Submergé par toutes ces morts, le peuple ne sait plus quoi faire. En 1767, Jean Chastel, un excellent chasseur de la région, décide de se fabriquer 3 balles de fusil en faisant fondre des médailles de la Vierge Marie. Et lors d'une dernière grande battue, il parvient enfin à tuer la bête. Après 3 ans à semer la terreur dans le Gévaudan, la bête aurait fait plus de 100 victimes. Une fois abattu, on l'empaille et on l'expose au château du marquis d'Apcher, permettant ainsi à la foule de venir voir l'animal. Malheureusement, on se rend vite compte que l'empaillement a mal été réalisé et que la bête commence à pourrir rapidement sous les chaleurs de l'été. On enterre donc l'animal en cachette, ce qui ne permet pas de l'analyser et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, il est difficile de connaître sa vraie nature. Alors pour certaines personnes, la bête serait en réalité un ensemble de plusieurs loups, ce qui expliquerait que certains massacres eurent lieu en même temps à des distances très éloignées. Il faut dire qu'à l'époque, les loups sont des animaux très courants en France. Mais alors, comment se fait-il que les victimes n'aient pas pu identifier la bête comme étant un simple loup? Certaines hypothèses partent du fait que les loups auraient pu être originaires d'Europe centrale, ayant ainsi une morphologie et un pelage différents de ceux de France. L'hypothèse d'un loup enragé est également proposée, mais rapidement exclue par le fait qu'aucune des victimes mordues n'ait par la suite contracté la maladie. Pour d'autres personnes, la bête aurait été un croisement entre un loup et un chien, un mâtin certainement, un chien très présent dans les populations d'éleveurs et qui servait également de chien de guerre à l'époque. Au XVIIIe et XIXe siècle, les croisements entre loups et chiens sont très présents. On les nomme des mulets ou métis. Ils sont vus en général comme instables et sont peu recommandés. Cette hypothèse expliquerait le fait que la bête avait les traits physiques d'un molosse mais le comportement méfiant d'un loup. On parle également d'animal exotique. On la compare parfois à un lion, une hyène, un glouton, un tigron, un grand singe ou même un ours qui aurait pu s'évader de la ménagerie d'un noble. Et certains vont encore plus loin. Des cryptozoologistes pensent que la bête pourrait être un Mesonica, un loup à sabots disparu il y a 33 millions d'années. Mais pour un grand nombre de personnes, les attaques ne pourraient en aucun cas venir d'un loup. Par le fait déjà que les attaques contre les êtres humains en provenance de loups sont très rares.
car ce sont des animaux craintifs face à l'homme. Mais ce qui pose principalement problème, ce sont les mises en scène macabres des massacres. Décapitations, corps nus, habits semés le long des chemins. Cela prouverait alors l'intervention d'un homme. En 1911, le Dr Puech donne l'avis que les meurtres auraient été réalisés par des sadiques recouverts de peau de bête, et que la présence d'un réel animal est inexistante. Cela pourrait être un soldat en errance, car oui, revenu de la guerre de 7 ans où la rigueur et la cruauté étaient de mise, beaucoup d'anciens combattants, traumatisés par cette guerre, se mettent à errer dans le pays. Certains commettent des crimes, et on raconte même qu'un petit nombre était devenu cannibale. La bête du Gévaudan pourrait bien être l'un d'entre eux. Certains accusent même la famille Chastel d'assouvir leurs bas instincts en se déguisant en animal. Et oui, pourquoi ce ne serait pas le frère de Jean Chastel, un homme en cavale condamné à mort pour avoir tué son neveu, ou bien Jean Chastel lui-même, surnommé de la Masca, soit le fils de la sorcière. D'autres théories prétendent même que sous les ordres du comte de Moragiès, Jean Chastel dressait un animal à tuer. La bête du Gévaudan reste encore de nos jours un mystère où vérité et fiction s'entremêlent. L'interprétation des témoignages parvenus jusqu'à nous aujourd'hui, souvent modifiés, demande à être remise dans leur contexte. Car il est important de se rappeler que notre perception actuelle est bien différente de celle des gens de cette époque, que ce ne soit qu'au niveau physique par exemple. Les gens étaient de plus petite taille, des races de chiens aujourd'hui disparues étaient bien plus gros que ceux que nous connaissons. Aujourd'hui encore, de nouvelles pistes s'ouvrent grâce aux archives encore inexploitées, et l'on affine petit à petit la liste des victimes. L'enquête se poursuit, de nouveaux livres, articles et essais sont publiés régulièrement, et de jeunes chercheurs viennent s'ajouter au rang des passionnés du mystère. Et oui, il reste encore tant de détails à prendre en compte que les chercheurs étudient encore de nos jours. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, et j'espère surtout qu'elle t'aura donné envie de découvrir plus en détail cette histoire passionnante. Si c'est le cas, je t'invite à aller voir l'article de So sur le blog Une pincée d'histoire. Elle nous invite à vivre l'histoire de la bête du Gévaudan sous la forme d'une chronique, et elle m'a beaucoup aidé dans l'écriture de cette vidéo. En description, tu trouveras 2 liens qui amènent vers des sites passionnants, qui, depuis plus de 20 ans, récoltent énormément d'informations autour du mystère de la bête. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à bombarder le pouce bleu, à activer la petite cloche et bien sûr à partager autour de toi. C'est l'occasion pour t'annoncer que je viens de rejoindre le label Hérodote. Ce label, c'est un rassemblement de vulgarisateurs sur YouTube qui essayent d'atteindre un idéal de qualité dans la forme et dans le contenu de leurs vidéos. Je te mets en description le lien de toutes les chaînes qui participent à ce label et je te préviens, il y en a pour tous les goûts. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.